Qu'est-ce que ça prend pour qu'un peuple opprimé fasse la révolution? Eh bien, c'est la question que pose notre film d'aujourd'hui. Pourquoi c'est bon? Ce film-là, c'est In the Dust of the Stars de 1976, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un film américain. Le vrai titre d'origine, c'est Im Staub der Sterne. C'est un film allemand. C'est même un film est-allemand. L'Allemagne de l'Est n'est pas réputée, là, en vérité, pour son discours hyper libertaire, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire, mais comme j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, là, c'est étonnant de voir à quel point le discours sur la révolution, puis même jusqu'à un certain point le progressisme, certainement dans le cas de l'Allemagne de l'Est, puis celui des États-Unis, là, dans le diagramme de Venn, là, c'est pratiquement identique. Là, c'en est sidérant. J'en reparle dans un instant parce que c'est lourd de conséquences. Mais c'est aussi un excellent film, un divertissement style science-fiction, très très cool. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une équipe de cosmonautes ou d'astronautes qui, après un long voyage, arrivent sur la planète, un voyage de 6 ans, là, ils arrivent sur la planète Thème 4 et ils ont fait ce long voyage parce qu'ils ont reçu un message de détresse. La Terre a reçu un message, un SOS, sauvons-nous, ça va très mal. Mais quand ils arrivent, au contraire, bon, ils sont accueillis avec des sourires et des poignées de main, mais tout un long, les gens qui les accueillent leur disent que tout va très bien, c'est une erreur, on n'a pas envoyé de message, non, vous êtes dans les patates. Le patron de la planète, de la colonie, les invite à une fête, un party, un gros party en fait, où est-ce qu'il y a beaucoup de danse et beaucoup de boissons et toutes sortes d'affaires comme ça. Ils font la rumba toute la nuit, puis avec l'idée de, vous reviendrez dans 50 ans, ou peu importe, là, bon voyage dans l'espace, bon voyage de retour. Mais évidemment, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. En vérité, il y a un terrible secret sur la planète Thème 4 et il se pourrait par exemple que les genres d'indigènes qu'on a vus au début là, avec des genres de robes un peu amérindiennes, se pourrait-il qu'ils soient pas exactement les égaux de l'autre gang avec leur costume futuriste. Là, se pourrait-il, peut-être qu'il y a une forme d'exploitation, je ne sais pas. Toutes ces questions et d'autres encore, une seule manière de savoir leur réponse, c'est d'écouter Dans la poussière des étoiles. J'ai vraiment adoré ça. J'étais pas certain parce que j'avais déjà vu un autre film de M. Kolditz. Il en a fait 3. Le premier, c'est Signals Space Adventures. Et j'avais trouvé ça correct, mais c'était pas transcendant. Puis celui-ci est pas exactement transcendant, mais c'est quand même assez efficace à beaucoup de points de vue. D'abord, l'histoire est superbe. Dès le moment où ça commence, il y a 2 trucs très forts qui se passent au début. Le premier, c'est que déjà on voit l'atterrissage. L'atterrissage est vraiment intense et brutal. Là. Je veux dire, les astronautes, ils trouvent ça dur. Là. C'est pas une mince affaire voyager à travers la galaxie, puis même juste l'atterrissage, là, c'est éprouvant. Mais dès le moment où ils arrivent, puis le paysage de la planète est assez captivant, là, est assez bizarre. Là. C'était tourné en Roumanie, puis la géographie de le genre de carrière où ils ont tourné, c'est assez particulier en fait. Là. C'est un peu comme Seigneur des Anneaux, ils ont tourné en Nouvelle-Zélande parce que même si c'est sur Terre, ça a l'air un peu d'une autre planète parce que la géographie est un petit peu différente. Bon, on a un peu l'équivalent ici, mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est que le mystère se met en place assez rapidement. Puis la nature exacte du problème sur la planète, c'est ça, ça prend quand même un bon 20-30 minutes facile avant vraiment qu'on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai trouvé que ce mystère-là se mettait en place de manière très, très, très efficace. Puis je rajoute à ça que l'aspect culture d'une autre planète, c'est assez réussi la manière qu'ils font ça là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est pas une culture extraterrestre aussi étrange que celle dans Arrival, par exemple, où est-ce que la manière de concevoir la nature de la réalité elle-même est radicalement différente. C'est pas ça. Là. C'est plutôt... Il y a des différences dans les formules de politesse, il y a des différences dans
la manière dont ils s'alimentent, par exemple, ils mangent avec des vaporisateurs, des push-push, comme on dit. Bon, c'est assez intriguant, le fait. Puis il y a beaucoup de détails comme ça. Quand les astronautes arrivent sur la planète, ils sont invités à s'asseoir dans des fauteuils, mais c'est plutôt des fauteuils de style romain, là. Donc les gens sont à mi-chemin entre couchés et assis. Puis un des astronautes qui est un peu le comic relief un peu lourd de la gang. Quoique ça passe quand même pas pire, là. Mais bon, le fait est que c'est celui qui a de la misère à s'asseoir dans le fauteuil. Fait que je le mentionne ici pour dire que le film fait quand même un effort assez soutenu pour montrer la différence, les nombreuses différences culturelles qui prévalent sur cette planète-là par rapport à ce que nous, on est habitués de voir, là. Puis ça fonctionne assez bien. Puis je rajoute aussi que le visuel en général est vraiment très, très, très bon, là. Tu sais, bon, c'est un film à relativement petit budget comparé à un film américain, mais les décors, j'ai mentionné la planète, là, mais les décors des vaisseaux spatiaux, puis de l'intérieur, les bâtiments sur la planète, c'est pour un film à petit budget très réussi, j'ai trouvé. Les costumes aussi ont un côté space opéra un peu à rabais, mais j'ai quand même trouvé ça cool. Ça a un charme science-fiction des années 60, puis même au niveau de l'histoire en même temps, ça a ce charme-là si vous êtes habitué de lire, si vous êtes un fan des romans style J'ai lu ou Le Masque science-fiction, ou même Les Fleuves Noirs si ça se trouve, là, ben on a un peu ce genre de ton-là. On a un peu le ton Perry Rhodan, là, si on veut, dans les aventures qu'on voit à l'écran, puis dans l'esthétique de ce qu'on voit. Fait que tout ça mélangé ensemble font que ça marche quand même plutôt bien. Puis, comme j'ai mentionné, l'intrigue est cool. Il y a un aspect qui est très, très, très intéressant au niveau du personnage. Le personnage principal, c'est le capitaine, puis c'est une femme, OK? Fait que ça, c'est intéressant, ça, c'est cool. Mais elle a beaucoup de déchirement intérieur par rapport à la responsabilité d'être d'être capitaine, de mener cette équipe-là. En plus du fait qu'à un moment donné, ça commence à être dangereux, là. Puis elle se demande si elle doit intervenir dans la culture de cette place-là. Puis en vérité, ce qui est très, très, très étonnant et surprenant, c'est qu'à beaucoup de points de vue, c'est très proche de Star Trek, le Star Trek des années 60, puis le Star Trek Next Generation, là. Le personnage est un mélange, à beaucoup de points de vue, de Capitaine Picard et Capitaine Kirk et Capitaine Pike, même. Capitaine Pike dans The Cage, le vieux Capitaine Pike des années 60. Quand on retourne voir les vieux Star Trek, la première série de Star Trek, fondamentalement, c'est une gang de professionnels qui travaillent ensemble, OK, puis qui sont hyper compétents. Okay. Puis le capitaine, c'est un gars, en général, dans la vieille série. Il y a beaucoup de scènes où Pike et Kirk relatent à leurs proches à quel point ils trouvent ça moralement difficile quand quelqu'un de leur équipe meurt, quelqu'un dont ils sont responsables, etc. Juste la charge de la job, essentiellement. Le fait qu'il faut qu'il y ait de l'air puissant et invulnérable devant tout le monde, mais en vérité, à l'intérieur, ils trouvent ça pas évident pour deux scènes. C'est très difficile. Fait qu'il y a cet aspect-là dans le personnage, de la femme dans le capitaine, puis il y a aussi le côté, comme je mentionnais, Capitaine Picard, sa manière d'interagir avec la délégation extraterrestre, là, sa manière de négocier, plus ou moins, ça fait très Next Generation en même temps. Fait que là-dessus, c'est vraiment hyper intéressant. Puis, c'est ça, il y a toute une série de questions comme ça qui sont mises de l'avant. Il y a des aspects visuels que je n'ai pas mentionnés qui sont vraiment extrêmement saisissants, comme il y a une pièce à un moment donné où il y a un mur entièrement rouge et il y a des genres de cubicules sur le mur. Puis dans les cubicules, il y a des têtes et comme des gens qui sont le conseil de je sais pas trop quoi. C'est vraiment très... c'est vraiment très bizarre. Il y a beaucoup de séquences avec des miroirs aussi, puis des trucs comme ça. Fait que visuellement, il se passe vraiment beaucoup de choses. Puis, dans les nombreuses qualités du film, là, je ne les mentionne pas toutes, là, mais je rajoute pour finir que la musique est hallucinante. C'est étonnant. J'ai réécouté hier, là, pour me remettre en mémoire, la musique du générique, là, du début, puis j'ai eu des frissons en l'écoutant. Là, ça fait extrêmement... ça m'a fait penser à Stereolab, en fait, si vous connaissez un peu, genre de techno-pop un peu underground là, des années 2000. Là. Ça sonne exactement comme ça. C'est un genre de krautrock
planant, mais hyper rythmé en même temps. Puis je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. J'ai adoré la musique dans ce film-là. C'est vraiment un point fort du film, là. Puis moi, j'ai trouvé étonnamment intemporel, là. Ça aurait pu sortir certainement dans les années 2000, là, comme musique, là. Je connais plusieurs groupes qui sonnent comme ça, là, exactement comme ça. Puis moi, c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup. Donc, le film a vraiment beaucoup de qualité. Éventuellement, sans trop vous gâcher ce qui se passe, comme j'ai dit, ça se pourrait que il y a un peuple opprimé, mais encore une fois, on a vraiment toujours en tête, quand on regarde un film d'Europe de l'Est, que ça va être de la méchante propagande, mais c'est beaucoup moins lourd, certainement dans le film ici, que ce qu'on pourrait croire, là. Ça serait de mauvaise foi de dire que c'en est plus là-dedans que dans un film américain. C'est vraiment sidérant quand on regarde le film à quel point le discours sur la Révolution, certainement entre ce film d'Europe de l'Est-là puis un film américain, c'est un film des années 50 ou 60, là, The Mold People, si on veut, ce genre de film-là, ou les Star Trek, même jusqu'à un certain point, c'est pratiquement le même discours, c'est exactement le même discours, en fait. Qu'est-ce qu'on voit dans le film, en vérité? Bon, on a un peuple opprimé, sous le joug de l'oppresseur. Au début, il n'ose pas trop, mais peut-être qu'il y a un chef charismatique quelque part, mais toujours est-il qu'éventuellement, le peuple opprimé se soulève et jette ses chaînes, et à la fin, le bien triomphe. Puis, c'est embêtant comme manière de présenter les choses, parce que combien de fois vraiment est-ce que ça a fonctionné dans l'histoire, ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se produit? Mon impression ici, puis c'est ce qu'on voit un peu quand on regarde ces films-là, c'est que notre manière de concevoir la Révolution est vraiment basée plutôt sur nos idées reçues, sur les histoires qu'on est habitué de se raconter, plutôt que ce qui se passe réellement historiquement. Puis ce que je veux dire par là, je parle souvent dans mes vidéos de trame narrative. Et ultimement, qu'est-ce que c'est la trame narrative collective? Puis qu'est-ce que c'est ultimement une trame narrative collective dans mon esprit? Ben, c'est ça, c'est un réseau un mélange de lieux communs, puis de sophismes, en vérité, de logique un peu bidon, qui a l'air logique, mais qui ne tient pas trop la route. Puis c'est comme une accumulation, c'est ça, de sophismes, puis d'idées reçues, qu'on se répète tellement qu'à la longue, ça finit par déterminer comment est-ce qu'on comprend la réalité en général. Quand on regarde, par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle situation, est-ce qu'on peut observer une forme d'injustice sociale ou n'importe quoi aujourd'hui, ou bon, il y a 60 ans, ou peu importe, certainement particulièrement quand c'est contemporain, ben on regarde ça, puis on se dit, ah oui, un peuple opprimé, donc il va y avoir la révolution. S'il y a trop d'oppression, les gens vont se réveiller. Mais c'est loin d'être certain. Si on regarde historiquement, la vérité, c'est que, bon, des révoltes populaires, il y en a un peu tout le temps à travers un peu tout le long de l'histoire, il y en a eu, là, mais des vraies révolutions qui ont renversé des régimes, là, il n'y en a pas eu tant que ça. Puis l'ère vraiment des révolutions, c'est l'ère moderne. Puis la grosse révolution, en vérité, ben c'est quoi les grandes révolutions qu'on connaît? La Révolution américaine, la Révolution française, puis la Révolution soviétique. Okay. Puis ici, on va se concentrer surtout sur la Révolution française puis la Révolution soviétique, parce qu'il se passe un peu la même chose dans les deux cas. Okay? Puis ce qui se produit, c'est que oui, effectivement, le peuple opprimé décide qu'il se soulève. Il y a eu des révoltes avant, puis ça a été réprimé, mais là, finalement, OK, le peuple en a marre, et c'est la prise de la Bastille, ou peu importe, la révolution de 1917 en Russie. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qui produit vraiment ça? Ben, on le sait pas. C'est quoi l'événement déclencheur? On cherche qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, mais on ne se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'il y avait déjà de la poudre? Qu'est-ce qui a mis la poudre sur le terrain qui a permis que la révolution de s'embraser? Marx a essayé de se poser cette question-là, puis il met de l'avant beaucoup d'idées là, hyper intéressantes, puis utiles, puis etc. Mais ultimement, je pense que sa science de la révolution, qui a essayé plus ou moins de fonder, ne marche pas. Là, okay? Il a essayé de
de prédire le processus révolutionnaire. Et en URSS, le pouvoir en place, de ce que moi j'observe, ce que j'en comprends, là, ça serait à aller confirmer dans le détail. Mais ce qui semble s'être produit, c'est que, oui, un groupe, un parti révolutionnaire qui souscrivait au discours marxiste, okay, donc au discours sur la science révolutionnaire, etc., le matérialisme historique, bon. Oui, quand il y a eu la révolution, eux en ont profité. Mais c'est pas eux qui l'ont provoqué, là. Eux sont arrivés, OK? Puis ils ont dit, c'est ça, oui, nous incarnons la révolution, nous sommes le parti révolutionnaire et nous avons ce discours révolutionnaire et donc, nous et la révolution, c'est la même chose. Mais c'est pas vrai. Ils sont arrivés après, là, OK? Ils ont pris le contrôle du truc. Puis je mentionne ça parce que quand on regarde un film comme In the Dust of the Stars, là, Michel Stern, ou n'importe quel film américain, n'importe quel film qui met de l'avant, c'est ça, une révolution, un processus révolutionnaire. Puis encore une fois, ça, c'est notre trame narrative collective. C'est comme ça que nous, on envisage le changement social, en général. C'est le « OK, il y a de l'oppression, le peuple opprimé va se soulever ». C'est flou, c'est vague, mais c'est tout le temps là, en quelque part, dans notre manière de comprendre la tension sociale et comment potentiellement la résoudre. Okay? Pourquoi est-ce que le peuple ne fait pas la révolution? Peu importe. Nous, on pense à ça en fonction, ultimement, des histoires qu'on se raconte, des histoires comme ce film-là ou les films américains. Puis, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Okay. C'est que c'est une histoire qui cache qu'elle est une histoire. Okay. Parce qu'encore une fois, ce qui provoque réellement la révolution, on ne le sait juste pas. On ne le sait pas. Il y a une dizaine d'années à peu près, ici à Montréal, au Québec au complet, en fait, là, il y a eu quelque chose, c'est comme une sorte de mouvement qui avait une saveur révolutionnaire. Okay? Puis ça arrive de temps en temps, mais dans les années 70, il y a eu ça aussi, 60-70. On a appelé ça le printemps érable ici, parce que c'était en même temps que le fameux printemps arabe. Okay? Puis de ce que j'en comprends du printemps arabe, ben, c'était très proche en même temps, là, où est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'air, puis c'est collectif. Puis les gens, il y a une énergie collective qui est très particulière, qu'il faut avoir ressenti physiquement pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est. J'ai senti quelque chose de comparable aussi pendant les manifestations contre la guerre en Irak là, de George Bush en 2000 à peu près. Là. C'est très, très, très comparable. Puis ce qu'il faut voir quand ces mouvements-là se produisent, c'est qu'il y a quelque chose de presque spontané là, dans la manière dont ça se met en place, puis les gens, tout le monde décide ce jour-là que finalement, je vais y aller à la manifestation, puis c'est très curieux comment ça se passe, puis voilà, la réalité sur le terrain de ces choses-là ne se résout pas à des observations fussent-elles brillantes là, sur les moyens de production, là, c'est brillant, Marx, là, mais tu sais, puis c'est ultra lucide et vraiment intéressant, là, l'analyse des contrôles des moyens de production, puis c'est pertinent, là, c'est pertinent même aujourd'hui pour comprendre comment la société fonctionne, puis comment est-ce qu'elle se transforme, puis est-ce qu'on est encore en régime capitaliste aujourd'hui, honnêtement, moi, j'ai tendance à croire que non, en fait. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense que c'est entre autres pour ça qu'on peut voir que, c'est pour ça que la République américaine s'est effondrée, là. Ils sont plus en démocratie. Ils sont une forme d'autoritarisme. Plusieurs disent que c'est une forme de fascisme. Bon, tout ça se discute, là. C'est quoi le détail de qu'est-ce que c'est réellement. Mais si effectivement ils ont perdu leur démocratie, ben c'est ça, le discours, la grille d'analyse marxiste par rapport aux moyens de production, etc., est extrêmement, extrêmement utile là, pour comprendre ça. Mais ça ne fait pas de ça une bonne grille d'analyse pour comprendre ce qui pourrait provoquer un soulèvement populaire ou que sais-je encore. Ça, on ne le sait pas. On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a une révolution, il y a toujours quelqu'un pour prendre le crédit pour la révolution. Il y a toujours quelqu'un pour dire moi je suis de votre bord, je suis d'accord que la révolution c'est formidable et je suis, c'est ça, mais généralement cette personne-là, on constate que c'est la personne qui cherche à mettre un terme à la révolution. C'est la personne qui dit c'est merveilleux la révolution, maintenant on a gagné, puis c'est moi le patron. Le Parti communiste, les bolcheviks, là, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Hein. Il y a une guerre civile, mais puis ils se sont mis en place, puis ça a été ça.
Puis je mentionne ça parce que je pense que c'est ça un peu le risque de ne pas voir que des histoires comme celle du film aujourd'hui, puis des films américains, le risque de ne pas se rendre compte que précisément c'est un discours idéologique, en quelque part, consciemment ou inconsciemment. Le message de ce film-là, ou des films sur la Révolution, jetez vos chaînes, déchirez vos liens, soulevons-nous contre l'oppresseur. Quand on voit ça dans un film, là, le message du film, c'est que il y a un message implicite dans le film. Puis le message implicite du film, c'est important de faire la Révolution, mais ailleurs. Mais dans le cas de mon film Est-Allemand, l'Allemagne de l'Est, de ce que j'en comprends, de ce que moi j'ai vu et entendu, c'était terrible là, au niveau de la répression. Puis c'était pas un pays réputé, c'est ça, pour son niveau de confort et de liberté. Là. C'était assez terrible, la Stasi puis tout ça, là, c'était pas le fun. Là. C'était répressif. Mais dans le film, c'est ça, ce qu'on voit, c'est un discours sur la révolution, libérons-nous de l'oppresseur. Puis encore une fois, dans des termes qui sont... Ça pourrait être un film américain. Si vous prenez exactement le même dialogue, OK, puis vous mettez des acteurs américains qui font exactement la même chose, puis qui disent la même chose que ce qu'on voit dans le film, là, ça va fonctionner. Au niveau idéologique, ça va faire la même chose. Parce qu'encore une fois, c'est ça que ce soit dans un film américain ou un film d'Europe de l'Est, ce qui nous dit, quand il montre la révolution, c'est ailleurs, c'est nécessaire, mais ici, on a déjà accompli la révolution. Ici, nous sommes libres. Ici, nous n'avons plus besoin de faire la révolution. T'sais. Moi qui vous parle de ce film-là, dans le film, okay, moi qui vous montre cette histoire révolutionnaire, je suis le plus grand révolutionnaire au monde, le plus grand partisan de la révolution. Puis pourquoi? Parce que je suis pour la révolution ailleurs. Parce qu'ici, elle a déjà gagné. Et donc, je suis contre la révolution ici. Okay? Puis ultimement, c'est ça, le plus grand révolutionnaire dans le film, ultimement, son message, c'est d'être contre la révolution. C'est ça, sa fonction. Le spectacle de la révolution dans le film, c'est de te dire, fais pas la révolution ici. C'est ça le message du film. Okay? Implicite. Là, je fais un raisonnement rapide, là, mais en gros, c'est ça. Là, okay? Puis allez voir les films de propagande allemands où tout le discours nazi, là, allemand, Deuxième Guerre mondiale, années 30, années 40, les discours d'Hitler, okay, les vrais discours d'Hitler, qu'est-ce qu'il dit réellement? C'est quoi le langage qu'il emploie? Souvent, c'est ça, en fait. Là, notre mouvement national, notre révolution nationale. C'est étonnant jusqu'à quel point il emploie le terme de révolution. Puis c'est un mouvement ultra-réac. C'est pas une révolution, là, c'est une prise de pouvoir carrément par des fascistes, etc., etc., etc. Mais dans son discours, il dit, non, nous avons accompli la révolution, c'est un mouvement collectif, puis même quand on regarde les films, par exemple les films de Leni Riefenstahl, c'est ça qu'on voit là, implicitement dans le message, qu'est-ce qui nous est montré? Oui, on a le Führer, c'est la vérité absolue, mais en même temps, nous tous, nous participons de ce grand mouvement collectif. C'est un mouvement collectif, c'est juste que c'est un mouvement collectif où est-ce qu'il y en a il y a une personne qui décide de tout, qui sait tout, qui comprend tout, qui a le droit de vivre une mort sur tout le monde. Puis c'est comme ça, c'est ça le mouvement collectif. Le mouvement collectif, c'est qu'il y a un patron, puis toutes les autres se soumettent au patron, mais c'est une révolution collective. Fait que ce mécanisme-là, puis pourquoi, encore une fois? Parce que ce soit dans le cas des fascistes, ou dans le cas des pays communistes, ou des soi-disant démocraties, on est toujours en situation où est-ce que quelqu'un utilise l'énergie populaire, révolutionnaire, puis la détourne pour justifier sa propre autorité. Okay. C'est un tour de passe-passe, là. Jedi mind trick. Okay. C'est ça qu'on voit dans le film, puis je pense pas que c'est par exprès, je pense pas que ça cherche à être intellectuellement malhonnête. Je pense que c'est là qu'on voit que l'idéologie est vraiment un piège dans lequel on tombe nous-mêmes, okay, par notre propre bonne volonté, bien sûr. Puis comment est-ce que c'est notre propre désir, encore une fois, de faire partie du mouvement révolutionnaire, progressiste ou peu importe, là, du bien, peu importe comment on le définisse, là, mais c'est ça, c'est notre propre désir de faire partie d'un groupe
corrige vraiment les injustices flagrantes. C'est notre propre désir révolutionnaire, quelque part, qui nous rend tellement sujets finalement rejoindre le camp de la réaction, de la contre-révolution, ou du mal qu'on croit affronter ou abolir. Là. Okay. Fait que, en gros, c'est ça. C'est assez difficile de trouver, pas une copie du film, mais de trouver des sous-titres, là, mais ça vaut la peine de regarder le film. Puis encore une fois, juste au niveau space opéra, là, divertissement, etc., moi, j'ai bien aimé à travers les, c'est quoi, Im Staub der Sterne. Donc, pourquoi c'est bon? Ben c'est ça, parce que c'est un excellent divertissement assez intelligent qui fait très science-fiction années 60 classique, en même temps avec des décors très cool, la musique très très cool, une bonne atmosphère, un bon histoire, un bon mystère, une bonne histoire, puis que c'est intriguant de voir à quel point, peu importe le code idéologique, c'est intéressant de comparer à quel point des fois les discours d'ennemis idéologiques se rassemblent quand c'est l'intérêt de certains qu'ils se ressemblent. Voilà. Fait que, pourquoi c'est bon? Parce que c'est un excellent space opéra. Voilà. À la prochaine.